Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Ravi de vous retrouver après 2 semaines de congé estival. Les tensions en Afghanistan ont une répercussion en Turquie sous la forme d'un débat vif qui reflète parfois une hostilité envers la population immigrée. 2 semaines avant, un quartier d'Ankara, à forte population immigrée, a été la cible d'expéditions punitives suite à une bagarre entre un groupe composé de personnes d'origine immigrée et un autre groupe. La Turquie est traditionnellement un pays d'émigration et non d'immigration, et la question de la politique migratoire ne semble pas limpide. Nous en avons parlé avec la professeure Didem Donish, spécialiste de ces questions. Didem Donish, bonjour. Vous êtes professeur agrégé à l'université de Galatasaray, au département de sociologie. Vous êtes titulaire d'une licence de l'université de Boğaziçi et d'une maîtrise en sociologie à METU. Vous avez suivi le programme de migration internationale et de relations ethniques à l'université de Malmö en Suède en tant que doctorante invitée, puis une thèse de doctorat à l'EHESS. Vous avez écrit Borders and Expulsions, perspective interdisciplinaire sur la migration, les migrants et l'État en Turquie. Merci de répondre à nos questions. Merci. Les récents événements à Altındağ sont survenus à un moment où l'opposition porte un discours plutôt musclé sur l'immigration. Pourtant, la sociologie du quartier d'Altındağ et les slogans sont autant d'éléments qui nous poussent à penser que les personnes présentes étaient plutôt des soutiens de l'AKP. Pensez-vous qu'une alliance est en train de s'opérer entre la base de l'AKP et l'opposition sur une idée, à savoir l'expulsion des migrants? Oui. Bonjour et merci de m'avoir invité aujourd'hui. En fait, selon votre question, depuis très longtemps, la majorité de la société turque exprime son mécontentement à propos des réfugiés syriens. Et donc, les discours de l'opposition, surtout le chef du parti politique à l'opposition, c'est coïncidé avec cet agacement de la société locale en Turquie. Par contre, le gouvernement AKP avait toujours essayé de ne pas politiser le sujet des réfugiés, surtout les réfugiés syriens et aussi les autres migrants. Jusqu'à récemment, ils ont réussi ça. Mais comme on voit très bien les 2 derniers mois que en fait la réaction sociale est vraiment en hausse et donc ça crée beaucoup de difficultés pour le gouvernement, beaucoup de de contrariété à gérer un peu cette situation à la société locale. Et à propos de votre question, si ça va créer une certaine alliance, moi je pense qu'il y a certainement les critiques de l'opposition coïncident avec cette mécontentement de la société, mais je ne pense pas que ça va créer une alliance durable entre les électeurs de l'AKP et les partis politiques à l'opposition qui expriment ouvertement leur critique envers la présence des réfugiés en Turquie. Et les critiques qui reviennent souvent en Turquie, c'est l'absence d'une politique claire d'immigration, d'une politique de porte ouverte. Le pouvoir est passé en quelques années à un discours un peu plus mitigé et à la construction d'un mur sur sa frontière iranienne. Quel avenir attend les immigrés actuels en Turquie? L'avenir est incertain, c'est clair, parce que le gouvernement n'exprime pas ouvertement sa politique d'immigration. Par contre, je ne suis pas d'accord avec votre idée que le gouvernement n'a pas une politique. Moi, je pense qu'ils ont une politique, mais ils ne partagent pas avec la société de manière transparente. C'est ça un peu la difficulté. Et qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, avec la crise des réfugiés syriens depuis 2011? Comme vous avez dit, on avait mené une politique de porte ouverte. Et en fait, c'était plutôt une réaction envers le régime de Bachar el-Assad que tous ces réfugiés étaient en train de fuir. Mais à l'époque, bien sûr, il y avait l'idée que ça sera un séjour temporaire en Turquie. C'est pourquoi on avait utilisé un mot en turc, misafir, pour dénommer ces réfugiés-là, c'est-à-dire les invités en français. Après, en 2015-2016, comme vous savez, on a fait le fameux accord l'Union européenne, la Turquie. Et donc, ça a changé un peu la relation ou bien le poids des réfugiés pour la politique de l'AKP, le pouvoir actuel. Et aujourd'hui, maintenant, avec la nouvelle crise de l'Afghanistan et la possibilité des nouveaux flux
de réfugiés d'Afghans, ça, c'est vraiment, on est dans un moment de difficulté pour le gouvernement. Mais je ne suis pas très d'accord avec l'absence de politique. Il y a une politique, mais le gouvernement préfère toujours d'éviter de le partager clairement, ouvertement avec la société. Et donc, ça leur donne une espace de manœuvre, une marge de manœuvre, cette flexibilité, cette incertitude, disons, une marge de manœuvre, surtout vis-à-vis des réfugiés, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs européens. L'opposition parle de raccompagner les migrants chez eux avec le sourire, avec le Davul Zurna, en faisant la fête, dans un délai de 2 ans. Est-ce que c'est réalisable? C'est impossible à réaliser. C'est pas la réponse, ça ne concerne pas seulement la Turquie. En fait, on sait très bien face à des différents exemples dans le monde que le retour des réfugiés, c'est presque très difficile ou impossible, je dirais. Pourquoi? Par exemple, on connaît très bien le cas des Bosniaques, par exemple, en Allemagne ou des autres communautés, ou bien les Irakiens qui sont partis. Bien sûr, on peut donner l'exemple de 1991 en Irak, comment les réfugiés kurdes en Turquie se sont rapatriés dans 2 mois seulement, mais ce n'est pas le même cas. Maintenant, les réfugiés syriens habitent en Turquie depuis près de 10 ans et donc ils sont vraiment habitués à vivre en Turquie, mais surtout leurs enfants qui sont maintenant scolarisés dans les écoles turques, qui parlent mieux le turc que l'arabe, qui ne peuvent pas lire et écrire l'arabe. Donc, c'est presque impossible pour ces familles-là de rentrer dans un pays qui est toujours en destruction totale, où il n'y a pas de stabilité politique ni économique. Et donc, c'est vraiment le discours de l'opposition est intenable, disons. Ce sont les migrants afghans qui ont provoqué un déchaînement de l'hostilité globale contre tout type de migrants. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait référence aux Syriens, aux enfants syriens qui sont allés dans les écoles, qui sont scolarisés dans des écoles turques, qui, d'une certaine manière, sont plus ou moins intégrés à la société. Est-ce que vous pensez que les Afghans sont plus difficilement intégrables? Non, je ne pense pas parce que en fait, la majorité des Afghans en Turquie sont d'origine ouzbek ou turkmène. Donc, ce sont considérés comme les frères ethniques, les proches ethniques des Turcs. Donc, ils ont vraiment facilité d'apprendre le turc, etc. Mais bien sûr, avec la crise actuelle, peut-être ce sera d'autres communautés ethniques de l'Afghanistan qui vont venir en de grand nombre en Turquie. Dans ce cas-là, on va peut-être, on devra rediscuter cette question de possibilité d'intégration. Ici, je pense que le problème, c'est pas la faisabilité d'une intégration culturelle ou de linguistique. Non, c'est pas le cas. C'est en fait la question ici, qu'est-ce qui sera la politique de la Turquie, mais aussi la politique de l'Europe. Concernant les questions précédentes, il faut jamais oublier que en fait, c'est en même temps la responsabilité des pouvoirs européens qu'ils ont toujours en train d'éviter de en fait transférer cette responsabilité à des pays comme la Turquie ou d'autres. Donc aujourd'hui en fait surtout comme à cause des événements comme à Ankara ou bien dans d'autres lieux, les réactions xénophobes, anti-migrants, anti-réfugiés, le gouvernement n'a pas de possibilité de mener une politique de porte ouverte pour les Afghans. Donc, voilà, la question sera ça. Qu'est-ce qui va se passer à des Afghans qui seront à la requête de protection internationale? À cause de la politique domestique, de la réaction de la société turque, je pense que le gouvernement n'aura pas la possibilité d'ouvrir les frontières ou bien de proposer une certaine protection à ces réfugiés afghans. Moi, personnellement, j'habite en France et lorsque j'écoute le discours des politiques en Turquie, des politiques d'opposition, j'ai souvent l'impression d'entendre les discours de l'extrême droite en France.
Est-ce qu'on peut dire que désormais en Turquie, il existe aussi un discours anti-migrant comparable à celui des pays européens? Moi, je ne pense pas que c'est comparable à l'Europe parce que, oui, vous avez raison, les discours récents de l'opposition est en train de aggraver. Ça devient plutôt un discours xénophobe, même discriminatoire, même quelquefois raciste, comme on a vu par exemple dans le cas du maire de Bolu qui a proposé de pénaliser les étrangers, les migrants avec des factures de l'eau, de l'infrastructure plus chère que les locaux. Donc oui, ce sont des nouveaux discours discriminatoires qu'on entend, mais je ne pense pas que c'est comparable à l'Europe parce qu'en Europe, c'est beaucoup plus institutionnalisé. Il faut ne pas oublier qu'il y a des partis politiques comme le AfD, par exemple, Alternative für Deutschland ou bien Front National, dont les discours principaux ou bien dont les politiques principales se sont basées sur l'idée d'une position anti-migrant xénophobe. Ce n'est pas le cas en Turquie, en fait. C'est bien sûr, c'est de plus en plus politisé, le sujet des réfugiés, des migrants, mais ce n'est pas au même niveau qu'en Europe. En même temps, il faut aussi peut-être souligner que le système en Turquie, c'est plutôt un système informel, plus flexible que l'Europe. Donc, ça facilite aussi un peu l'intégration des migrants, des réfugiés en Turquie qu'en Europe. Donc, il y a comment dire, des couches sociaux, des sous-groupes sociaux que certains groupes de migrants ou de réfugiés peuvent relativement facilement s'intégrer qu'une société totale. Pour expliciter un peu, en gros, par exemple, l'existence beaucoup plus répandue du travail non déclaré, par exemple, ça fait partie de ce dont vous parlez? Ça veut dire que oui, exactement. Exactement, parce que comme vous savez peut-être que, en fait, déjà le travail non déclaré parmi les citoyens turcs, c'est à peu près 35% en Turquie. Donc, bien sûr, le travail informel ou non déclaré, comme vous avez dit, est un problème socio-économique en Turquie, mais pas seulement pour les réfugiés et les migrants, dont la majorité, presque la totalité, travaille dans le noir, mais aussi un problème pour la société turque. Et moi, je crois que l'agacement de ce discours ou bien le mécontentement qui est en hausse récemment en Turquie, c'est aussi très lié à la crise économique actuelle en Turquie. Il ne faut pas oublier ça, avec la crise politique du pays en même temps. Donc, ces deux crises-là, comme on a vu un petit peu en Grèce, par exemple, en 2008, avec la montée du parti politique Golden Dawn, L'aube dorée. Voilà, l'aube dorée. On voit aujourd'hui en Turquie aussi une certaine expression politique de cet mécontentement vis-à-vis de la crise économique et la crise politique dans le pays. Didem Danış, merci beaucoup pour avoir consacré de votre temps. Merci. Un autre chapitre de ce bulletin est bien entendu l'Afghanistan. La présence militaire turque s'est terminée selon les déclarations du ministère de la Défense. Il y a encore quelques semaines, les alliés du pouvoir assuraient pourtant que cette présence était indispensable. La Turquie rapatrie ses forces armées qui étaient stationnées autour de l'aéroport de Kaboul. Mercredi dernier, le ministère de la Défense turc a publié un communiqué où il était écrit entre autres « Après avoir mené différents entretiens et évalué la situation et les circonstances actuelles, les forces armées turques ont commencé leur évacuation. C'est fier du sentiment d'avoir rempli la mission qui leur a été confiée que les forces armées turques reviennent dans leur patrie. » Depuis plusieurs semaines, le discours officiel des autorités turques prônait pourtant une présence armée. Avant la chute de Kaboul, le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, avait proposé aux États-Unis d'assumer, je cite, « la sécurité de l'aéroport ». Après la victoire des talibans, c'est cette fois-ci à ces derniers qu'Ankara a proposé son concours. Le 17 août, Erdogan avait dit « Nous saluons les déclarations modérées des talibans et sommes prêts à apporter notre concours pour l'établissement d'une situation prospère en Afghanistan. » Soulignant être prêt à recevoir des dirigeants de ce mouvement, Erdogan avait rajouté « La présence de la Turquie en Afghanistan sera un élément facilitateur pour le nouveau pouvoir. » Face à cette main tendue, plusieurs responsables talibans ont préféré écarter la présence militaire pour proposer une coopération économique. Zabihullah Mujahid,
L'un des porte-parole de l'organisation a déclaré au reporter Mehmet Akif Ersoy mardi 24 août « Il n'est pas nécessaire que la Turquie garde ses troupes. Les soldats devront être partis au 31 août. » L'opposition a salué la décision de ce retrait. Le responsable des questions internationales du CHP, Ünal Çeviköz, a qualifié cette opération de retour de « très bonne nouvelle ». Cela fait bientôt 5 ans que Selahattin Demirtas est détenu, mais il continue de participer au débat public à travers des entretiens et même à travers une participation aux élections présidentielles derrière les barreaux. Il a répondu cette fois-ci aux questions de Ferit Aslan pour Mediascope. Selahattin Demirtas, l'ex-coprésident du deuxième plus grand parti d'opposition, le HDP, a répondu aux questions de Ferit Aslan, journaliste à Mediascope. Le leader kurde est détenu à Edirne depuis bientôt 5 ans, malgré l'ordre de la Cour européenne des droits de l'homme et celui du Conseil constitutionnel turc. Commentant la rumeur disant qu'Erdogan pourrait relancer le processus de résolution de la question kurde, Demirtas a dit « Ce n'est pas le HDP qui a terminé le dernier processus, tout simplement parce que le HDP ne faisait pas partie des protagonistes. Les deux partis étaient le PKK et l'AKP, et le HDP n'a fait que faciliter le dialogue. Ce n'est donc ni le HDP qui a initié ce processus, ni le HDP qui l'a terminé. Si le pouvoir le désire, il peut le reprendre, rien ne l'en empêche. » Concernant les prochaines élections à venir, Demirtas a souligné le poids que représente la population kurde au sein de l'électorat. Le résultat de l'élection sera en grande partie déterminé par l'électorat kurde et le HDP, a-t-il dit. Et heureusement, cet électorat est pour la démocratie, et cela représente une chance pour la démocratisation de la Turquie. Mais les Kurdes ne sont la propriété d'aucun parti, y compris le HDP. Les partis devront donc tenter de convaincre cet électorat qui est le plus conscientisé. Concernant sa propre situation carcérale ainsi que celle de ses camarades, l'ex-candidat à la présidentielle a répondu « L'avenir de notre situation carcérale dépend de la politique, mais nous n'avons plus grand-chose à perdre. Nous avons résisté, nous n'avons pas courbé l'échine. Désormais, ceux qui devraient se faire du souci sont ceux qui ont beaucoup à perdre, pas nous. » Quant à l'opposition, c'est un constat sans concession que fait Demirtas. L'opposition devrait arrêter de baser sa politique sur une simple critique de l'AKP. Critiquer l'AKP, c'est comme jeter une pierre dans un marécage. Parce que les critiques, ces gens-là s'en fichent éperdument. L'opposition doit soulever de l'espoir au sein du peuple en faisant des propositions concrètes. Et rien ne pourra s'opposer au désir du peuple qui veut des élections. Parce que si ça ne tenait qu'à l'AKP, il voudrait faire des élections en 2073. Et enfin, c'est sur une métaphore footballistique que Demirtas conclut. L'opposition fait beaucoup d'efforts, mais n'arrive pas à créer un jeu d'équipe. Ils doivent d'abord faire équipe, puis trouver une ou un buteur afin que cette personne marque. Mais ils ne doivent pas faire de faute contre leurs coéquipiers. Une équipe nationale qui se retrouve au cœur des débats est en général un fait assez commun. Mais lorsque l'équipe en question est féminine et qu'il ne s'agit pas de football mais de volley-ball, cela provoque des haussements de sourcils. Et le sujet n'est malheureusement pas uniquement sportif. L'équipe nationale de volley-ball féminin continue son parcours sans défaite dans le championnat européen et reste au cœur des débats. C'est le parcours des sultanes du filet aux Jeux Olympiques de Tokyo qui a popularisé l'équipe. Après avoir sorti la Chine, elles ont terminé 5e. Mais à côté de leur performance sportive, le débat a également porté sur leur tenue, jugée trop courte selon certains prédicateurs. Des critiques puritaines qui ont été rapidement noyées sous un flot de soutien aux sportives. Durant le championnat européen, Ebrar Karakurt, l'attaquante d'1,96 m qui smatche des ballons allant à 97 km/h, a posté une photo d'elle avec sa copine, provoquant des réactions des magazines People, mais également des critiques comme celle du prédicateur Mahmoud Ünlü, connu sous le nom de Cübbeli Ahmet Hoca. Ce dernier, qui a lui-même eu une sextape qui avait fuité sur Internet, a expliqué que si ça continuait, la malédiction divine allait entraîner une pluie de pierres. Mais Ebrar Karakurt aura pu compter sur un soutien de la fédération, des différentes équipes de volley-ball, de ses coéquipières, ainsi que de nombreux politiques. L'étiquette « De quoi tu te mêles » est devenue numéro 1.
Ce dimanche 29 août, les sultanes du filet vont rencontrer la Tchéquie à Plovdiv. Quant aux adversaires puritains, le match continue. Les recteurs changent, mais la protestation continue à l'université de Boğaziçi. Après le limogeage du recteur parachuté Melih Bulu à l'université de Boğaziçi et la nomination de Naci İnci à sa place, les protestations des universitaires de Boğaziçi continuent. Ces derniers ont de nouveau tourné le dos au bâtiment au 150e jour de leur veillée. Les universitaires ont déclaré « Nous n'acceptons pas, nous n'abandonnons pas », à l'image de la pancarte qu'ils ont brandie. La détermination froide de la communauté universitaire de Boğaziçi s'est heurtée à une répression policière, mais a finalement eu gain de cause avec le départ de Bulu. Si le nouveau recteur parachuté Naci İnci semble avoir tendu la main aux étudiants en déclarant retirer les plaintes qu'il avait déposées, cette attitude n'a pas changé l'exigence des protestataires, à savoir des élections libres qui déterminent la direction de Boğaziçi. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants qui en ont grand besoin. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Soruyu tekrar geçtiği vakit Amerikan Başkanı Donald Trump 1500 kişiyi temsilen orada 340 günde daha ani Afganistan'daki gelişmelerde Taliban'ın özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.